Encore là. Bon, alors moi, je vais parler rapidement d'une mission qui doit être connue, une mission spécifique traumatisme crânien qui a déjà 13 ans d'existence et qui a été faite pour le traumatisé crânien et qui mérite d'être connue, mieux connue. Alors, d'où était l'issue La garde des Sceaux, qui était Mme Lebranchu, a demandé à l'époque, je pense que c'est à la suite d'une intervention des familles, qu'un groupe de travail interministériel soit mis en place qui travaille sur l'amélioration de l'indemnisation après traumatisme crânien grave. Ce rapport a été remis en avril 2002, ce qui n'est pas très bon parce que c'était juste avant un changement de gouvernement. Donc je vous ai mis le lien là pour avoir le rapport et en fait vous faites sur Google, c'est très facile à trouver. La composition de ce groupe, alors d'abord c'était présidé par Elisabeth Vieux, qui est une grande dame de la réparation juridique du dommage corporel et qui a été présidente de chambre à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence pendant, je crois, 12 ans et qui a énormément fait avancer la problématique. Dans ce groupe de travail, il y avait des représentants du ministère de la Justice, des assurances, de la médecine, donc Jean-Luc Truel pour les adultes et moi-même pour les enfants, du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, de la Direction de la Sécurité sociale et des GAS, ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, et il y avait aussi Madame Lambert-Fèvre. Donc c'était un groupe qui est quand même assez nombreux. Ce groupe a auditionné beaucoup de personnes, des représentants de différents magistrats, des avocats, des familles, et le dénominateur commun de tous les professionnels, c'était qu'il n'y avait pas de formation ni initiale ni continue sur le traumatisme crânien. Donc il s'agissait de trouver des moyens pour pallier cette insuffisance. Il a été proposé plusieurs pistes, comme intégration évidemment de cette problématique dans la formation initiale et continue, on est encore loin du compte, comme la constitution d'une liste nationale d'experts, parce qu'on a vu que dans les experts il y avait beaucoup de différences, disons, et la constitution, donc la création d'une mission spécifique traumatisme crânien. Alors pourquoi cette mission spécifique ? Pourquoi est-ce que le trauma crânien doit bénéficier d'une mission spécifique ? Parce que, vous le savez tous, la complexité des séquelles rend difficile leur appréciation. Et quand on dit qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme crânien grave, beaucoup ont en tête les personnes en état végétatif ou en état post-relationnel, mais vous savez bien aussi, et c'est que une personne qui est capable à tout moment de faire n'importe quelle bêtise, se mettre en danger, eh bien c'est aussi un traumatisme très, très grave. Donc l'atteinte, elle est parfois évidente, mais parfois insidieuse et délétère, ce fameux handicap invisible qui est source de rejet et de désinsertion, et pour la personne et pour la famille. Donc pour qui ? Donc on n'a pas trouvé c'est assez long, mais on n'a pas réussi à faire plus court. Donc cette mission est dédiée aux blessés, quelle que soit la gravité mentionnée dans le certificat initial, dès lors qu'il existe des éléments suggérant l'existence d'un traumatisme crânien, quand même, oui, ça il faut, entraînant plusieurs mois après l'accident des séquelles physiques, intellectuelles ou comportementales qui induisent un handicap appréciable dans la vie de tous les jours. Donc vous voyez, c'est assez large. Quand ? Alors là, c'est très important. L'indemnisation doit être considérée comme un outil de la réinsertion, et ça, c'est vraiment un message qui est donné par Elisabeth Vieux. Et donc, ça peut intervenir dès le début de la phase d'expertise, donc au moment de la consolidation, mais aussi bien avant, dans les phases antérieures intermédiaires, et cette mission, en plus, est évolutive. Quelle mission spécifique ? Alors, certains la trouvent longue, et c'est vrai qu'elle est longue, mais elle est pédagogique, et en fait, l'idée, c'était de pallier l'insuffisance de formation de différents professionnels. Elle n'est pas partie de rien, elle est partie d'une mission qui avait été mise en place par la RIDOC en 1997, et elle comporte, ce qui est assez intéressant, des annexes sur le traumatisme crânien à lire obligatoirement et préalablement. Donc c'est le premier point de la question, avec l'idée qu'au moins celui qui répondra à la mission aura au moins des connaissances minimales sur le traumatisme crânien. Et également, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle incite à la précision et à la description. Comment et pourquoi ? Alors, en fait, cette mission a essayé de prendre en compte différents points de la spécificité du traumatisme crânien. Donc on a réfléchi à des points clés. Alors, le premier point clé, c'est la nosognosie. C'est sûr que si on interroge un traumatisé crânien sur ses difficultés, à la limite, plus le trauma est grave, plus il dira qu'il va bien.
Donc, comment prendre en compte comment répondre à ça? Eh bien, la mission spécifique dit explicitement qu'il faut interroger les proches, et ça, c'est indispensable. Ensuite, l'état antérieur. Vous savez que souvent, l'état antérieur était invoqué, et là, il a été dit clairement qu'on ne pouvait plus se contenter d'allégations, et que si on voulait mettre en avant un état antérieur, il fallait le prouver à la suite d'une discussion contradictoire et étayée. Ensuite, le handicap invisible, comment faire face? Comment prendre en compte le handicap invisible? Eh bien là, on a dit qu'il faut rechercher le handicap invisible. Et pour rechercher un handicap invisible, il faut poser des questions. Donc, dans la mission spécifique, il est dit qu'il faut non seulement écouter les doléances, faire un examen clinique, mais aussi il faut faire une évaluation neuropsychologique. Alors, dans les doléances, moi, j'insisterai jamais assez sur l'interrogatoire des proches. Parce que c'est vrai qu'on a dit qu'un médecin ne pouvait pas évaluer le temps tierce personne. Enfin, il y a des choses que le médecin ne peut pas faire, c'est sûr, mais le médecin peut interroger. Et je trouve que quand on interroge les proches, on apprend plein de choses. Et s'il donne des exemples, et s'il donne des exemples d'erreurs, eh bien, ça peut aider vraiment à comprendre les difficultés. Voilà. Donc, doléances, examen clinique, évaluation neuropsychologique qui sera répétée, donc ça a été dit, afin d'apprécier la dynamique d'évolution. Mais on sait bien les limites du bilan neuropsychologique, et en particulier, on sait bien que les tests sont insuffisamment spécifiques et sensibles, et on sait bien que quand le traumatisme crânien est face à une psychologue, dans un espace calme, ça se passe vraiment souvent très bien, alors que dans la vie de tous les jours, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il a été souligné l'intérêt dans cette mission d'un bilan ergothérapique et d'évaluation écologique. Ça a été dit. Mais encore, dans cette mission, on doit préciser le projet thérapeutique et le projet de vie. Alors là aussi, c'est dans l'idée que si on explique bien quel est le projet de vie, ça aidera à calculer le financement nécessaire pour la réalisation de ce projet de vie. Et l'idée, ce n'est pas de demander une somme comme ça, mais de savoir, d'expliquer comment cette somme pourra être utilisée. Alors pour les besoins en tierce personne, bien évidemment, il est précisé que ce qui est visé, ce n'est pas tant les actes simples qui sont souvent réalisés, mais surtout les actes élaborés. Et là aussi, ça incite à une description extrêmement importante et précise d'une journée et d'une semaine si toutes les journées ne se ressemblent pas, et éventuellement, même au moment de l'année, lors de l'année, il y a des évolutions aussi, des journées différentes, et bien ça incite à la description tout au long du temps, en essayant de préciser qu'est-ce qui est substitution, incitation et surveillance. Et enfin, cette mission spécifique envisage systématiquement la possibilité d'une mesure de protection juridique. Il y a deux versions, pour l'adulte, pour l'enfant. Alors, je vais quand même parler un petit peu de l'enfant qui est un peu oublié dans cette journée. Donc, une version enfant, dès lors que le traumatisme crânien est survenu avant l'âge de 18 ans. Donc, cette mission a une double spécificité du traumatisme crânien et de l'enfant. Et là aussi, elle comporte des annexes et qui rappellent que chez l'enfant, vous savez qu'il y a des difficultés qui peuvent apparaître au cours de l'enfance et de l'adolescence. Donc la consolidation ne doit pas être précoce en cas de traumatisme crânien grave ou en cas de doute sur la gravité du traumatisme crânien, surtout si l'enfant est jeune, où les localisations sont stratégiques. Parce que vous savez que l'âge de l'enfant et les localisations diffuses, ce sont des facteurs clairement identifiés et reconnus par la littérature de mauvais pronostics. Donc, ne pas se précipiter. Et voilà, donc ce que je viens de dire, le pronostic n'est pas bon quand les lésions sont diffuses, l'enfant jeune ou les localisations stratégiques, je pense en particulier au lobe frontal. Donc il faut se donner le temps, bien préciser les états antérieurs, bien préciser l'état antérieur, bien préciser l'état actuel et bien préciser la dynamique d'évolution en s'appuyant sur des bilans et ne pas consolider trop tôt, même tôt, sauf si l'atteinte est gravissime où là forcément on sait plus rapidement comment les choses vont évoluer. Il faut penser, et ça c'est aussi important, avant la consolidation, il faut penser à l'enfant et à sa famille. Parce que c'est vrai que les parents ont tendance à être tierces personnes naturellement, mais n'empêche que la famille, elle doit être à sa place, c'est-à-dire que si elle joue un rôle de tierce personne, il faut le reconnaître, ce rôle. Et lors de la consolidation, et c'est aussi un des arguments pour que la consolidation soit tardive, il faut penser à l'enfant quand la famille ne sera plus là pour l'encadrer.
Donc, mais je vous l'ai dit, ne pas consolider tôt ne signifie pas ne rien faire. La réparation doit être vraiment vécue comme un outil de la réparation. J'ai encore combien de temps? Quelques temps, 10 minutes. Ça va. Bon. Ne rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour un enfant? C'est des aides à la scolarité, des aides à la prise en charge. Alors, vous savez qu'il y a des prises en charge qui ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie, comme l'ergothérapie, la psychomotricité, et psychothérapie, donc, et certains transports, comme les aides techniques, comme certaines aides techniques et comme certains aménagements du domicile. Donc, on peut faire des choses. Et aussi, il ne faut pas oublier, donc, quand on pense à la famille, donc, il faut essayer de définir le temps qui est dû par les parents parce que c'est un enfant, autant qui est dû par les parents parce que cet enfant est handicapé. Il faut vraiment essayer de distinguer, et ce n'est pas facile, mais il faut absolument s'astreindre à ça. Et le but, c'est aussi de permettre à la famille de souffler, parce qu'il faut tenir le temps au cours des années. Et puis, il faut aussi qu'elle puisse s'occuper des autres enfants quand et pendant qu'un tiers s'occupe du traumatisme crânien, et inversement. Voilà. Donc, il faut penser aux loisirs et aux vacances, comme dans toute famille. Et lors de la consolidation vers l'âge de 20 ans, il faut penser donc aux patients sans sa famille, parce que cet enfant va devenir un adulte, va peut-être devenir une personne âgée, puisque l'espérance de vie peut être normale. Donc, il faut aussi dire l'importance de l'anticipation et de bien évaluer au moment de la consolidation ses besoins. Et enfin, pour les raisons qu'a dites Marie-Christine Casal tout à l'heure, il faut aussi bien se poser la question de la nécessité d'une tutelle ou d'une curatelle. Donc, vous voyez qu'en 2002, cette mission a été conçue très précise, exigeante. Alors, certains trouveront que c'est trop exigeant et préféreront une mission plus simple. Elle permet de réunir le maximum d'informations et de rendre compte de la spécificité du traumatisme crânien et de proposer des réponses pour favoriser une réparation sur mesure et évolutive. Mais en 2006, le 21 décembre 2006, donc, il y a une loi qui a établi que le recours subrogatoire des caisses, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sécurité sociale reprend ses billes et reprend l'argent qu'elle a donné pour ce patient. Oula, je ne sais pas ce que c'est ça. Oh, vous avez une remise de fidélité. Remise de fidélité, bon, on s'en passera. J'espère que je vais pouvoir le... Ouais, bon. Donc, ce recours, donc, devra s'exercer dorénavant poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge. C'est quand même que la sécurité sociale a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Bon, c'est un peu compliqué, mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, il fallait définir les différents postes de préjudice. Là, on en a parlé tout à l'heure, donc il était nécessaire de lister ces postes et de les définir précisément. Donc on s'est appuyé, en tout cas, ce travail s'est appuyé sur des résultats de travaux menés par le professeur Lambert Fèvre et par le président de chambre Jean-Pierre Dintillac, d'où le nom nomenclature Dintillac. Et donc, il a fallu, après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté la mission spécifique à la nomenclature Dintillac. Il faut savoir rapidement qu'il y a 3 critères cumulatifs, temporaires ou permanents, patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, donc c'est-à-dire est-ce que ça concerne de l'argent ou pas. Et puis, il a été introduit aussi les victimes par ricochet, en plus de la victime directe. Donc, on aboutissait à 18 postes non exceptionnels. Donc, comme vous aurez le diaporama, je ne décris pas plus, mais je vais retenir sur certains points qui me semblent importants. Un point qui me semble essentiel, c'est, vous savez que maintenant on parle de déficit fonctionnel permanent, alors qu'auparavant on parlait d'IPP, d'incapacité permanente partielle ou permanente. Permanente, oui, partielle, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la même chose. Et on voit maintenant dans des missions déficit fonctionnel permanent, entre parenthèses IPP. Eh bien non, ce n'est pas du tout la même chose. Et en quoi ce n'est pas la même chose? Eh bien, le déficit fonctionnel permanent, ça évolue l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques. Donc ça, on peut dire en gros que c'est l'IPP. Cela dit, il y a en plus des choses. Et qu'est-ce que c'est ces choses en plus? C'est des douleurs permanentes qui sont donc post-consolidation. Donc, si elles existent, elles doivent être prises en compte. Et il faut donc majorer ce taux en considérant l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales, etc. Et ce n'est pas tout. On doit aussi ajouter l'atteinte à la qualité de vie. Donc, vous voyez, donc AIPP,
déficit fonctionnel permanent, ce n'est pas l'IPP et ce n'est pas non plus l'AIPP qui est utilisé dans le monde assurantiel. Il y a des choses qu'il faut absolument ajouter. Également, dans cette mission, il n'est pas demandé de référence à un barème parce que le concours médical, tout ça, c'est un barème d'IPP, c'est absolument pas un barème de déficit fonctionnel permanent. Ça, il faut vraiment le savoir. Les besoins en tierce personne, on l'a dit, donc la victime doit être restaurée dans sa citoyenneté, donc c'est au sens large du terme. Je voudrais dire un mot sur le préjudice d'agrément. Donc auparavant, c'était une activité, ça ciblait une activité, auparavant, il suffisait de dire on ne peut plus faire de la course à pied ou on ne peut plus faire quelque chose. Donc maintenant, il faut montrer qu'avant, on faisait par exemple du football en club ou je ne sais quoi en club et que maintenant, on ne peut plus le faire. Donc c'est l'interruption d'une activité spécifique de loisirs ou sportive et donc il n'y a plus dans le préjudice d'agrément non plus l'atteinte à la qualité de vie qui est, je vous l'ai dit, incluse dans le déficit fonctionnel permanent. Également, dans le préjudice sexuel, donc c'est un peu, comment dirais-je, défini. Il y a différentes composantes qui sont définies. Donc, l'altération des relations sexuelles par un facteur physique, altération des relations sexuelles par un facteur mental et impossibilité ou difficulté de procréation. Les traumatisés crâniens sont surtout concernés par le deuxième, altération des relations sexuelles par un facteur mental. Également, là où les traumatisés crâniens sont très concernés, c'est le préjudice d'établissement. Donc, c'est la perte d'espoir et de chance de normalement me réaliser un projet de vie familial, comme vivre en couple, élever des enfants. Donc ça, les traumatisés crâniens sont très souvent concernés parce que déjà, ils ne peuvent pas même eux-mêmes s'assurer, donc se gérer. Donc, a fortiori, ils ne pourront pas le faire pour un couple et des enfants. Également, donc, je vous l'ai dit, sont prises en compte dans la nouvelle mission, la nouvelle version, les victimes par ricochet. Donc, conclusion, les 18 postes dont je vous ai parlé, qui sont issus de la nomenclature d'Intiac, finalement existaient dans la mission spécifique, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'était une mission avant-gardiste qui prenait en compte dès 2002 la classification internationale du fonctionnement. Je voudrais insister sur le fait que vraiment, il n'y a pas le déficit fonctionnel permanent n'est pas l'IPP. Et je pense que l'utilisation de cette mission permet de préserver au mieux les intérêts du blessé et de sa famille. Et en fait, le but qu'on s'était donné, vous savez, c'est de pallier les insuffisances de formation des différents professionnels. On peut penser que l'utilisation de cette mission aide à la défense des patients pour les avocats, aide à la prise de décision pour les assureurs et les juges, contribue à pallier les insuffisances des barèmes, qui de plus sont des barèmes d'IPP, et les insuffisances de formation des différents professionnels, quels qu'ils soient. Voilà. Je vous remercie.